Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Ark Nova, Ark Nova, Ark Nova. Si vous vous intéressez de près ou de loin aux jeux de société, vous avez forcément entendu parler de ce jeu qui a déjà raflé moult récompenses, édité donc par Super Meeple. Mais qu'est-ce que ce jeu et pourquoi est-il aussi spécial? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc les règles, presque toutes les règles, puisqu'il y a certaines règles qu'il faudra consulter sur l'index directement lors de vos parties qui seront liées à des symboles. Néanmoins, vous allez pouvoir voir la mécanique et pouvoir vous rendre compte de ce qu'est Ark Nova. À la fin de cette vidéo, après les règles donc, je vous donnerai mon impression sur ce jeu et ce qu'il fait selon moi pour que ça fonctionne aussi bien. On regarde ça tout de suite. Pour la mise en place, commencez tout d'abord par placer le plateau principal au centre de la zone de jeu. Prenez et mélangez les tuiles bonus, puis sélectionnez-en 4 à placer sur les emplacements associés. Ensuite, prenez l'ensemble des cartes zoo, mélangez-les et placez-les sur le plateau à l'emplacement indiqué. Révélez ensuite face cachée 6 cartes que vous allez placer dans la rivière du plateau principal. Placez un marqueur de chaque joueur sur la piste d'attrait en fonction de l'ordre de jeu, ainsi qu'un marqueur joueur sur la case 0 de la piste de conservation et la case 0 de la piste de réputation. Placez ensuite le plateau association proche du plateau principal et sélectionnez au hasard 3 cartes de conservation de base à placer en dessous du plateau. Sélectionnez-en 4 si vous jouez à 4 joueurs. Pour une partie à 2 joueurs, placez un cube non utilisé respectivement sur les cases de gauche, du centre et de droite de ces cartes conservation. Placez les jetons zoo participatifs et université sur les cases indiquées. Lors d'une première partie, il est conseillé d'utiliser les plateaux A. Ces plateaux proposent un enclos préconstruit de taille 3 à placer par les joueurs en début de partie. Chaque joueur récupère ensuite un deck de 5 cartes action, place la carte animaux en dessous le chiffre 1 de leur plateau d'action, mélange les 4 autres et les place aléatoirement sur les 4 cases restantes. Ils récupèrent également 25 crédits chacun. Les joueurs placent ensuite un bénévole de leur couleur avec leur crédit sur le bloc-notes et placent les 3 autres dans la réserve en dessous. Chaque joueur pioche ensuite 2 cartes décompte final qu'ils peuvent consulter mais qui doivent rester secrètes. Il pioche ensuite 8 cartes zoo, en sélectionne 4 et défausse les 4 autres. On place ensuite le marqueur de pause sur la case de pause correspondant au nombre de joueurs, on prépare les boîtes de rangement avec tous les éléments de jeu et enfin on révèle les cartes de la rivière. Vous pouvez enfin commencer votre partie. Vous avez donc réalisé votre mise en place et donc voici à quoi doit ressembler votre jeu une fois la mise en place effectuée. Évidemment, pour un souci de lisibilité, je me suis permis de vous montrer seulement un plateau joueur, étant donné que tous les joueurs vont avoir plus ou moins le même plateau et également j'ai rapproché le plateau association afin que vous puissiez voir distinctement tous les éléments qui s'y trouvent. Donc comment est-ce que fonctionne Ark Nova et qu'est-ce qu'il faut faire pour remporter une partie? Déjà tout d'abord, pour remporter une partie, il va falloir obtenir plus de points que notre adversaire. Pour ce faire, il va falloir déclencher la fin de partie et pour déclencher la fin de partie, il faut que le marqueur d'attrait d'un joueur, donc cette piste qui comprend des symboles, donc des tickets d'entrée de zoo, croise ou rejoignent en tout cas le marqueur qui est sur la piste de conservation, donc le marqueur vert. Donc si je vous donne un exemple, ici ce marqueur là, donc qui par exemple du joueur rouge, va se déplacer de cette manière là sur les cases en fonction du nombre de points de conservation que le joueur rouge va obtenir. Ici donc on va gagner des points d'attrait essentiellement en plaçant des animaux dans notre zoo. Lorsque ce marqueur va venir rejoindre donc le marqueur rouge ou le dépasser, on sait alors que la fin de partie est déclenchée. Chaque joueur va pouvoir jouer un tour supplémentaire et lorsque ça reviendra au joueur qui a déclenché la fin de partie, la partie s'arrêtera et le décompte de points s'effectuera de la manière suivante. Ce sera donc la valeur d'attrait, donc se trouvant en dessous du pion qui est sur la piste d'attrait, auquel on soustraira la valeur la plus faible des valeurs d'attrait englobées par le pion de conservation. Donc ici par exemple on aurait 77 moins 73, donc le joueur aurait 4 points à la fin de la partie. Évidemment je résume de manière très succincte afin que vous puissiez comprendre comment est-ce que ça fonctionne, parce que vous pouvez donc finir la partie avec un attrait fort et des points de conservation faibles, ou alors à l'inverse avec des points de conservation forts et un attrait faible. Mais ça vous pourrez le voir au cours d'une partie.
Donc une fois que vous avez compris ça, vous avez compris à peu près ce qu'il va falloir faire pour pouvoir gagner des points et donc conclure une partie d'Ark Nova. Maintenant, on va voir comment fonctionne le jeu et comment fonctionne le tour d'un joueur. En soi, c'est très simple. Il n'y a qu'une chose à faire lorsque vous jouez à Ark Nova pendant votre tour, c'est-à-dire que vous allez devoir effectuer une action parmi les 5 présentes sous votre plateau. Ici, vous avez donc 5 cartes rangées de 1 à 5, donc valeur de force de 1 à 5, et donc toutes ces cartes, tous les joueurs ont les mêmes, exactement les mêmes. La première carte, lorsque vous allez faire la mise en place, ce sera la carte animale, donc la carte animaux plutôt. Donc cette carte va vous permettre de placer des animaux. La carte association va vous permettre de réaliser une mission associative sur le plateau respectif ici. La carte mécène va vous permettre de jouer des cartes mécènes, donc qui sont ces cartes-là avec une valeur de force en haut à gauche, ou alors d'effectuer, de récupérer de l'argent en faisant avancer le marqueur de pause. La carte va vous permettre, en ayant fait avancer le marqueur de pause de 2 cases, de pouvoir piocher des cartes et éventuellement en défausser. Et enfin, la carte construction va vous permettre de construire un bâtiment pour pouvoir, par exemple, construire un enclos standard qui vous permettra de prendre donc des animaux, de construire des kiosques qui permettront de remporter des revenus au moment des pauses, etc. Donc voilà comment ça fonctionne, vous faites cette action, vous la résolvez entièrement. Une fois que vous avez résolu l'action correspondante, on la place sur la case la plus à gauche et on décale tout le reste sur la droite et c'est ensuite au joueur suivant de jouer et le jeu va se passer comme ça jusqu'à la fin, donc jusqu'au croisement de 2 marqueurs de joueurs. Alors maintenant évidemment on va rentrer dans le détail un petit peu des actions parce que vous allez vous dire qu'il y en a forcément un peu plus que ça si ce jeu est considéré comme l'un des jeux de l'année 2022. Alors pourquoi est-ce que, comment est-ce que fonctionne Ark Nova? Donc comment fonctionnent les actions? On va tout d'abord commencer par parler de l'action construction. Donc l'action construction, elle va vous permettre, comme je vous ai dit, de construire des bâtiments. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous allez prendre, donc sur cette carte est indiqué, vous allez pouvoir construire un bâtiment avec une taille maximum de x, x étant la valeur indiquée juste au-dessus de la carte. Donc vous allez bien comprendre que la valeur qui se trouve au-dessus de la carte permettra de rendre plus ou moins forte l'action. Par exemple ici, donc cette carte construction va vous permettre de construire un bâtiment de X, donc là de 5 cases dans le cas présent, de 5 cases maximum en payant 2 par case. Donc si je fais le maximum, que je décide de construire un bâtiment de 5 cases, ça va me coûter donc 10 points, 10 crédits. Si on souhaite construire un bâtiment, donc par exemple un bâtiment de 5 cases, je vais dépenser donc 10 crédits, je prends mes crédits, je les rends à la banque, et donc en échange, je prends évidemment le bâtiment de 5 cases. Donc si par exemple c'est un enclos, je vais me retrouver avec un enclos standard, je vais pouvoir le placer sur mon plateau. Donc ici j'ai oublié, sur le plateau A, donc qui est le plateau d'apprentissage, vous avez d'ores et déjà un enclos 3 qui est offert, entre guillemets, au début de la partie, il y a un kiosque qui est déjà construit. Donc si jamais vous ne jouez pas avec ce plateau qui ne comporte pas donc d'enclos préfabriqués, vous allez devoir poser votre premier enclos sur une zone frontalière, c'est-à-dire une zone qui est reliée au bord du plateau. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, tous les bâtiments que vous allez construire par la suite devront être adjacents à un bâtiment que vous avez déjà construit. Donc par exemple ici, on a déjà un bâtiment, un enclos 3, donc il va forcément falloir que cet enclos colle l'enclos 3 ou le kiosque qui est déjà construit. Donc je pourrais tout à fait par exemple construire ça comme ça. On le met du côté vide, ça c'est le côté vide, ce côté-là désignera donc le fait qu'un animal a pris possession des lieux. Lorsque l'on pose un bâtiment, on regarde sur quoi est-ce qu'on le pose. Ces symboles jaunes, ce sont des bonus immédiats. Par exemple ici, si je le pose, je vais pouvoir récupérer immédiatement 5 crédits auprès de la banque. Et mon tour est terminé, je peux rebalancer cette action construction à gauche et le joueur suivant peut jouer. Et c'est ainsi que les tours vont donc s'enchaîner. Une autre précision concernant l'action construction, vous allez pouvoir construire des kiosques ou des pavillons, donc ils prennent une seule case, donc ça vous coûtera 2 crédits. Un pavillon, lorsque vous le placez, vous permet de gagner immédiatement des points d'attrait. Donc je vais vous expliquer, en plus du fait de pouvoir terminer la partie et de gagner des points, à quoi servent ces points d'attrait. Les kiosques vous permettront, eux, de récupérer des crédits au moment des pauses. Vous allez ensuite avoir l'action de pause qui est très simple, l'action de carte qui est très simple, elle vous demande d'effectuer une pause de 2. Donc ce marqueur de pause que vous avez placé pendant la mise en place va se déplacer de 2 cases vers la pause. Donc vous allez le déplacer comme ça.
de 2 cases. Une fois que ça c'est fait, vous vous référez donc à l'échelle de valeurs indiquée sur la carte. On vous dit par exemple pour une valeur de 5 que vous pouvez piocher 3 cartes et en défausser une. Donc vous prenez 3 cartes du paquet et vous en jetez une, que ce soit de ce que vous avez pioché ou ce que vous aviez déjà dans la main. Et exclusivement lorsque la valeur est de 5, vous allez pouvoir saisir une carte au lieu d'en piocher 3, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle carte de la rivière, mais c'est tout ce que vous ferez. Idem, vous rebasculez, etc. la carte de l'autre côté. Vient ensuite donc le fait de pouvoir jouer des animaux et des mécènes. Alors pour ça, on va donc parler des cartes évidemment. Donc vous avez les cartes animaux qui sont ces cartes avec une taille d'enclos indiquée, une valeur en crédit et donc un bandeau doré au milieu qui représente évidemment un animal. Vous avez des cartes mécènes qui sont ces cartes-là, donc bleues avec une valeur de force d'action qui rappelle la force que vous avez sur le plateau. Et vous avez des cartes donc de projet de conservation qui sont ces cartes vertes et ça on reviendra un peu plus tard. Donc lorsque vous faites l'action animale, l'action animaux, en fonction de la force du moment où vous allez déclencher cette action, vous allez pouvoir jouer entre 1 et 2 cartes animales simultanément. Donc vous allez par exemple vous dire je veux jouer cette carte là, donc le martre à gorge jaune, comment est-ce que ça fonctionne? En haut à gauche, vous avez la taille de l'enclos requis pour pouvoir accueillir cet animal. Donc ici, cet animal nécessite d'avoir un enclos de taille 1 au minimum. Donc si vous l'avez, vous pouvez donc prendre cet animal et l'héberger dans un enclos. Une fois que vous avez fait ça, vous allez regarder en dessous le coût en crédit pour pouvoir héberger cet animal. Ici, le coût est de 7, donc il va falloir dépenser 7 crédits. Ensuite, certaines cartes vont demander des prérequis. Donc par exemple ici, on a le taipan du désert. Ici, on va demander d'avoir des symboles Océanie et des symboles scientifiques. Donc ces symboles, vous les retrouvez en haut des cartes. Donc si vous en avez déjà joué et que vous avez ces symboles, vous avez donc les prérequis. Vous pouvez alors jouer la carte. Ici, par exemple, il n'y a pas de prérequis. Donc là, je peux jouer, je dépense 7, je joue cet animal dans un enclos de taille 1. Et ensuite, que se passe-t-il? Je résous donc la valeur d'attrait ici. Cet animal m'apporte 3 en valeur d'attrait, donc je dépasse mon marqueur de 3 cases, et ensuite je résous le pouvoir qui est indiqué en dessous, donc là il y en a plusieurs, il suffira de se référer à la règle ou à l'annexe qui est fournie pour pouvoir prendre connaissance de tous ces pouvoirs. Ici on va vous dire par exemple chasseur 1, révélez la première carte du paquet, si c'est un animal vous la mettez dans votre main, sinon vous la défaussez, à la limite peu importe, vous verrez les pouvoirs forcément au moment où vous jouerez. Donc lorsque vous jouez cet animal, vous allez décider donc dans quel enclos le mettre. Ici, bon, je n'ai pas d'enclos de taille 1, mais c'est pas grave, j'ai absolument envie de poser cet animal. Je vais donc retourner cet enclos pour signifier, ok, mon animal est donc dans cet enclos, je pose la carte et donc je bénéficie des 2 symboles qui sont au-dessus, qui pourront m'aider à poser d'autres cartes plus tard ou à accomplir des objectifs des types projets de conservation. Donc ça, c'est la manière de jouer des animaux. Il n'y a rien de plus à savoir, hormis qu'il faille donc les placer dans des enclos spécifiques et donc retourner l'enclos lorsque vous le placez dans l'enclos convenu par exemple. Il y a certaines spécificités vis-à-vis de certains animaux. Vous allez donc avoir ce type d'animal qui est donc un animal domestique. Celui-ci a un sigle particulier concernant son enclos. Il demande ce type d'enclos-là qui est un enclos spécial. Cet enclos, c'est un parc animalier. Donc vous les trouvez dans la réserve d'enclos spéciaux. Il y a 3 types d'enclos spéciaux. Vous avez le vivarium, la grande volière et enfin le parc animalier. Donc ça, ce parc animalier, vous pouvez le construire avec une action de construction traditionnelle. Ça prend 3 cases, ça vous coûtera donc 6 crédits pour pouvoir le placer. Ceux-là, vous allez pouvoir les construire à partir du moment où votre action construction sera améliorée, donc j'y reviendrai plus tard. Si vous avez donc cet enclos, vous allez le placer, il n'y a pas de face vide sur ces enclos, parce que ces enclos spéciaux sont les seuls qui permettent d'accueillir plusieurs animaux différents, alors que ces enclos standards vont pouvoir toujours accueillir qu'un seul animal. Ici, par exemple, si vous jouez cet animal, il va falloir donc signifier qu'il prend un espace dans le parc animalier, et pour ça, vous prenez un cube de votre réserve que vous placez donc sur l'un des 3 emplacements pour dire les cochons d'Inde prennent un emplacement dans mon parc animalier. Donc ça, c'est la petite spécificité à connaître concernant les enclos spéciaux. Donc voilà pour le placement des cartes animaux. Ensuite, on va donc avoir la carte mécène. C'est
un petit peu différent lorsque vous jouez l'action mécène, vous allez pouvoir jouer une carte avec un niveau maximum correspondant à la valeur indiquée donc au moment du déclenchement de l'action, ici 4 par exemple. Donc cette carte doit provenir de votre main, il va falloir donc vérifier la valeur en haut à gauche, ici 4, 4, parfait, je peux jouer donc cette carte. Parfois certaines cartes, comme pour les animaux, auront des prérequis sur la gauche, donc évidemment de la même manière qu'avec les animaux, il faudra bénéficier de ce qui est indiqué dessus, enfin avoir ce qui est indiqué dessus pour pouvoir jouer cette carte. Donc cette carte, par exemple, cette carte mécène va me permettre de jouer un projet de conservation pour moins de force que ce qu'il faudrait habituellement. Donc lorsque l'on joue une carte mécène, on regarde tout ce qui s'y trouve. On a évidemment l'action qu'elle va nous apporter au cours de la partie. Donc les actions bleues, ce sont des effets continus. Donc celui-ci, ce sera l'effet de pouvoir soutenir un projet de conservation pour un point de force de moins. Et ensuite, vous avez différents types d'effets, éventuellement, en bas de la carte. Le jaune, c'est un effet immédiat que vous résolvez immédiatement, mais qu'ensuite, vous ne résoudrez plus jamais. Donc ici, par exemple, on vous dit que si vous avez une université, vous obtenez tout de suite 2 crédits. Si vous en avez 2, vous obtenez 5, et 3, vous en obtenez 10. Une fois que ça s'est résolu, vous ne pourrez plus revenir dessus. Les effets marrons des cartes, eux, ce sont des effets qui se déclenchent à la fin de la partie. Donc ça, vous le conservez précieusement à côté. Évidemment, à la fin de la partie, vous vous ajouterez les points nécessaires pour pouvoir éventuellement vaincre votre adversaire. Donc lorsque vous jouez donc ces cartes mécènes, de la même manière qu'avec les animaux, vous les placez à côté afin de pouvoir toujours consulter les effets qui s'y trouvent. L'autre effet donc de la carte mécène va être de réaliser une pause pour gagner des crédits en fonction de la valeur de force. Donc ici, si je la déclenchais, j'aurais une pause 4, donc j'avancerai ce marqueur de 4 cases et j'obtiendrai donc 4 crédits. Et donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur cette carte mécène. La dernière carte dont il faut parler, c'est la carte mission associative qui va vous permettre d'envoyer des bénévoles qui sont donc ces meeples-là sur le plateau bénévole en fonction de la force au moment de déclencher donc l'action. Ici par exemple on aura une force de 3. On va donc regarder le plateau association pour ça. La première action du plateau association sur la partie bleue, parce que c'est la partie carte non améliorée, vous allez voir qu'on va pouvoir améliorer les cartes après. Donc la partie 2, si on déclenche donc à 2 ou plus, on va pouvoir placer un bénévole sur cette phase-là pour gagner 2 points de réputation, et l'échelle de réputation se trouve ici. Donc on gagnera 2 points, ce qui nous permettra d'avancer, d'obtenir des effets et d'obtenir des cartes plus fortes par la suite, mais ça j'y reviendrai. Si on a au minimum 3, on va pouvoir donc se placer ici et obtenir un zoo partenaire donc lié à un continent. On va prendre celui que l'on souhaite et on va le placer sur la case la plus basse disponible de notre plateau. Les effets sont multiples concernant ces zoos participatifs. Déjà, ils vous permettent de payer 3 crédits de moins chaque animal que vous allez placer qui provient de ce continent. Donc on le voit sur les cartes animaux, ils proviennent tous d'un continent en particulier. Donc là, celui-ci, au lieu de me coûter 16, me coûterait 13 car j'ai le zoo participatif de son continent. Certaines cartes vont demander d'avoir le zoo participatif en prérequis pour pouvoir être placé. Par exemple ici, le hara rouge va demander, grâce à ce symbole, aux joueurs d'avoir le zoo participatif correspondant à la région dont il provient. Donc là, dans ce cas-là, je l'ai, je peux donc placer ce hara rouge. Ensuite, si on revient donc sur le plateau associatif, on va pouvoir placer des meeples aussi, à partir de 4, sur la partie université. Donc ces universités, vous allez pouvoir, de la même manière que pour les zoos participatifs, les récupérer et les placer sur votre plateau, et ils ont donc 3 effets différents. Celui-ci vous permettra d'obtenir 2 symboles de recherche, celui-ci un symbole de recherche et immédiatement 2 points de réputation, et ici ça vous permettra d'agrandir votre maximum de main à 5 cartes lors des pauses, parce que vous verrez que lors des pauses, on va devoir défausser des cartes si on en a trop, et obtenir immédiatement 1 point de réputation. Vous prenez cette université, vous la placez, et donc elle restera là pour le restant de la partie. Petite précision, concernant les zoos participatifs et les universités, vous ne pouvez pas avoir 2 fois la même. Autre précision également, lorsque vous choisissez lors de votre tour de faire l'action mission associative et que vous prenez un token qui se trouve sur ce plateau, vous ne le remplissez pas, ce sera rempli qu'au moment de la pause. Et enfin la dernière action, une action très importante, qui est donc de participer à un projet de conservation. Donc lorsque vous participez à un projet de conservation, on va regarder les cartes vertes, donc les cartes de projet de conservation, qui sont disponibles déjà en dessous du plateau. Donc ça, ce sont celles de base. Par exemple, ici, j'ai la carte de l'Afrique, qui me demande d'avoir soit 4 symboles Afrique
soit 4 symboles Afrique dans les cartes que j'ai jouées, soit 2, et en fonction de ça, j'obtiendrai donc 3 ou 2 points de conservation qui me permettra de faire avancer mon pion sur la piste verte. Ici, ce sera toujours le même type de bonus. Ici, par exemple, il faut que j'ai 5... mon zoo doit contenir 5 symboles de continents différents, donc que ce soit des cartes ou que ce soit en provenance des zoos participatifs, hein, ça compte comme des symboles, je ne l'ai pas dit mais je vous le dis maintenant. Et ici 3. Et enfin ici on demande d'avoir par exemple 5 symboles Europe et 4 symboles Europe. Et donc toutes les cartes sont faites sur cette manière de fonctionner. Là il va falloir avoir autant de temps pour pouvoir prétendre à participer à un projet de conservation. Donc lorsque l'on souhaite participer à un projet de conservation, on va évidemment devoir avoir le prérequis indiqué. Si par exemple j'ai ici 4 symboles Afrique, je vais pouvoir donc participer à cette mission associative, à condition évidemment de la déclencher à la valeur 5. Je pose mon pion ici et je vais prendre un cube de l'échelle de gauche ici. Donc il y a un double effet puisque lorsque vous prenez un cube ici, vous allez donc déclencher un effet instantané et éventuellement un effet qui reviendra à chaque pause. Et donc quand vous allez le placer ici, vous obtiendrez les points de conservation. Je vous donne un exemple, admettons donc que j'ai ces fameux 4 symboles Afrique. Je souhaite, tiens, par exemple, obtenir immédiatement 12 crédits. Je prends donc ce cube, j'obtiens immédiatement, l'éclair signifie immédiatement, 12 crédits. Je les prends à la banque, je les mets ici, et donc je place mon cube ici, et j'obtiens 3 points de conservation. Et je fais donc avancer mon marqueur de 3 points. Voilà comment ça fonctionne. La petite différence avec les bonus duo, c'est que vous les obtenez immédiatement, mais également vous les obtiendrez à chaque pause. C'est le symbole rose avec la main tendue, signifie ça. Donc ça, c'est la manière de soutenir des projets de conservation. Vous ne pouvez pas soutenir plusieurs fois le même projet de conservation. D'où l'utilité de ces cubes bleus. Enfin, de ces cubes bleus, j'ai mis des bleus, mais en soi, il faut mettre juste des cubes d'un joueur qui ne joue pas. Lorsque l'on joue à deux, parce que lorsque l'on joue à deux, on va donc masquer l'une de ces 3 conditions sur les cartes de base. Vous allez voir par la suite donc, que vous allez pouvoir également jouer des cartes de votre main. Donc ces cartes de votre main, ce sont les mêmes cartes, le même type de cartes, sauf que ces cartes, lorsque vous les jouez, il va falloir donc les poser et poser immédiatement un cube. C'est-à-dire que lorsque vous faites cette mission associative, vous pouvez jouer une carte de mission associative de votre main plutôt que de placer un cube en dessous, et immédiatement placer le cube que vous souhaitez sur la case qui vous intéresse et dont vous avez le prérequis pour pouvoir prétendre à participer à cette mission. Au fur et à mesure, les joueurs vont donc poser de plus en plus de cartes, et donc en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir une limite à ne pas dépasser en termes de cartes que vous allez jouer de votre main. Lorsque vous jouez à 2, vous en avez 2, lorsque vous jouez à 3, vous en avez 3, lorsque vous jouez à 4, vous en avez 4. Si jamais vous en placez et que vous venez à dépasser, la carte est donc retirée et plus personne ne peut participer. Le bonus par contre évidemment est conservé par le joueur qui a participé. C'est juste que vous ne pouvez pas avoir un nombre infini de cartes de cartes de projet de conservation au-dessus du plateau. Donc voilà ce qu'il fallait savoir concernant les actions standards. Évidemment, comme je vous ai dit, ces actions vont pouvoir être améliorées. Donc pour pouvoir améliorer une action, il y a plusieurs manières de le faire. Il faut donc obtenir ce symbole-là, qui est un symbole d'une carte rose avec une flèche qui vous indique que vous pouvez retourner n'importe quelle action sur sa phase 2. Et donc dans ce cas-là, vous allez retourner et passer l'action sur la partie rose, donc qui sera une action plus puissante et qui permettra, dans certains cas, de réaliser des choses supplémentaires. Par exemple, ici, l'action carte, si vous l'améliorez, en plus de bénéficier de pioches plus avantageuses, donc vous allez pouvoir par exemple saisir des cartes de la rivière à partir de la force 3, alors qu'avant c'était 5, et vous allez pouvoir piocher plus facilement et plus rapidement des cartes. En contrepartie, vous allez aussi pouvoir dépasser les 9 de réputation, donc qui se trouvent ici, pour pouvoir atteindre donc l'échelle de 10 à 15, ce que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas amélioré l'action carte. Donc ça, c'est rappelé sur le plateau, c'est rose avec le petit symbole des 2 cartes. En plus de ça, on va commencer à prendre en compte la notion de portée de réputation. Donc c'est là où va rentrer en jeu principalement cette échelle de réputation. Donc si je vous donne un exemple, on va dire que dans la partie on a avancé, par exemple comme ça, et que le joueur rouge est arrivé là, on va se dire que les cartes à portée de réputation de la rivière sont donc la carte où se trouve notre marqueur et toutes celles qui sont avant, donc sur la gauche dans ce cas-là, évidemment en fonction de l'orientation de votre plateau, vous comprenez.
Donc ici, par exemple, le joueur jaune a en carte de la rivière à portée de réputation cette carte-là, ainsi que toutes celles de gauche, mais pas ces deux-là. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que lorsque vous allez améliorer vos actions, il y en a plusieurs qui vont vous permettre de piocher et de jouer directement des cartes en provenance de la rivière en fonction du fait qu'elle soit à votre portée de réputation. Par exemple, pour l'action carte, vous allez pouvoir donc piocher de la même manière qu'en niveau 1 les cartes du paquet, les saisir éventuellement sur le plateau où vous voulez, mais vous allez aussi pouvoir au moment de piocher, par exemple si je fais l'action 5, je peux piocher 4 cartes et en défausser une, vous allez pouvoir piocher entre le paquet et les cartes qui sont à votre portée de réputation. Donc je peux par exemple, si je suis le joueur jaune, me dire bah, je veux cette carte là, je veux en piocher une du paquet, finalement je veux celle-ci aussi, puis je vais en piocher une autre du paquet. Hop, comme ça. Donc vous récupérez vos cartes et à la fin du tour, vous remplissez la rivière. À la fin du tour par contre, très important. D'où l'idée, donc d'où l'intérêt de connaître l'histoire de la portée de la réputation. Donc ça c'est pour l'amélioration de la carte. L'amélioration de la carte mécène va vous permettre déjà d'obtenir un +1 sur toutes les actions, sur toute l'action lorsque vous la déclenchez. Donc par exemple ici, vous avez 4 + 1, 5, si vous la déclenchez à ce moment-là. À partir de là, vous allez pouvoir jouer une ou plusieurs cartes mécènes simultanément à condition de ne pas dépasser la valeur de force du déclenchement de l'action. Alors qu'avant, vous pouvez dans tous les cas jouer qu'une seule carte. Et autre subtilité à connaître, c'est que vous allez pouvoir donc jouer une ou plusieurs cartes, mais vous allez aussi pouvoir en jouer directement de votre portée de réputation, où se trouvent des cartes se trouvant sur la rivière. Par exemple ici, je suis le joueur jaune, je veux jouer cette carte mécène, mon action mécène est bien améliorée, je vais donc décider de la jouer, je suis à une force de 5, elle vaut 4, très bien, je veux jouer cette carte-là, la seule contrepartie, c'est qu'il va falloir payer en crédit la valeur du chiffre indiqué sur le dossier. Donc ici, il va falloir que je paye 4 crédits pour pouvoir prendre cette carte de la rivière à portée de réputation et la jouer immédiatement. C'est ça la petite différence qui vous permet en gros de pouvoir piocher et jouer immédiatement une carte. Donc c'est un avantage assez conséquent, mais évidemment ça coûte un peu plus cher. Également la pause, donc la partie pause qui vous permet donc de gagner des crédits est doublée, c'est-à-dire que vous allez faire par exemple ici une pause de 4, donc vous allez décaler le marqueur de pause de 4, et vous allez gagner 2 x 4, donc 8 crédits. Concernant la mission association, lorsque vous allez l'améliorer, de la même manière que pour la carte mécène, vous allez pouvoir faire une ou plusieurs missions associatives sans dépasser la valeur de force du déclenchement de l'action. En plus de ça, vous allez pouvoir faire des dons. Donc ici, vous voyez, à partir du moment où vous avez joué donc un bénévole, vous allez pouvoir faire un don. Pas besoin de force, il suffit juste d'avoir joué un bénévole. Donc si vous faites ça, vous allez devoir payer, faire un don donc pour pouvoir obtenir des points de conservation. Donc si par exemple on se retrouve dans ce cas-là, le premier don, on va pouvoir dépenser 2 pour récupérer un point de conservation. Donc on dépense 2 de notre réserve, on prend un cube de la réserve que l'on place ici, le don de valeur 2 n'est plus disponible, le prochain joueur devra payer 5, puis 7, puis 10, puis 12, etc. pour obtenir à chaque fois des points de conservation. Idem, vous allez pouvoir jouer des cartes projets de conservation de votre portée de réputation de la même manière que pour les cartes mécènes, il faudra donc s'acquitter du coût de la valeur du dossier. Donc si je fais par exemple une action de participation au projet de conservation et qu'il y a un projet de conservation qui me correspond dans ma portée de réputation, je vais pouvoir prendre la carte, je vais pouvoir la jouer donc dans la partie haute, donc les cartes jouées de la main des joueurs, en partie haute, mais à contrepartie, il faudra que je paye la valeur indiquée sur le dossier et donc placer un cube directement dessus. La carte animale, donc lorsque vous l'améliorez, permet de piocher de jouer plus rapidement 2 animaux, et la dernière vous permet, en plus de jouer de 2 animaux, de pouvoir récupérer un point sur votre réputation. En plus de ça, de la même manière que pour les mécènes et que pour les cartes de projet de conservation, vous allez pouvoir jouer des animaux à portée de réputation en payant le coût du dossier. Je pense que vous avez compris. Et enfin, la carte construction, lorsque vous l'améliorez, vous permettra de construire un ou plusieurs bâtiments, cette fois-ci toujours pareil en ne dépassant jamais la valeur de force, toujours en payant 2 pour le nombre de cases, et à partir de là, vous allez pouvoir construire donc la grande volière et le vivarium à reptiles, ce que vous ne pouvez pas faire tant que vous n'avez pas amélioré votre carte de construction. Donc à quoi servent ces bâtiments? Eh bien lorsque vous avez
le symbole qui correspond sur les cartes. Donc par exemple sur cette carte, on voit que le taipan du désert peut être dans un enclos de 2 ou prendre une place dans le vivarium. Donc vous pouvez tout à fait le placer dans votre parc avec un enclos de minimum 2, mais si vous avez le vivarium, il prendra qu'une seule place dedans. Il y a un seul et unique moyen de déplacer un animal d'un enclos vers un autre, c'est si jamais vous avez par exemple vous avez pris cet animal et vous l'avez placé dans un enclos, donc admettons que vous l'avez placé dans cet enclos de 3, et que plus tard, vous construisez l'enclos spécial correspondant, donc ici le vivarium, admettons que je construise le vivarium, donc peu importe, hop, on va dire que je le mets comme ça. À partir du moment où vous construisez un enclos spécial qui correspond à un animal que vous avez déjà dans votre parc, vous allez pouvoir transférer cet animal immédiatement dans l'enclos correspondant. Pour ça, vous prenez l'enclos qui correspond à la valeur indiquée en haut à gauche et à tous les prérequis, vous le retournez pour dire qu'il devient vide, et vous remplissez donc, de la même manière que pour le parc animalier, le nombre de cases du vivarium correspondant, donc ici 1. Et voilà, vous avez donc transféré, ce qui permet d'économiser de la place, puisque toujours les animaux qui rentrent dans des enclos spéciaux prendront moins de place que lorsqu'ils prennent des enclos standards. Voilà donc l'utilité de ces bâtiments spéciaux. En plus de ça, donc la construction améliorée vous permet de construire sur ce type de case où vous avez le symbole de la carte construction améliorée, ce que vous ne pouvez pas faire tant que vous n'avez pas amélioré donc cette carte. L'amélioration de la carte animaux vous permettra aussi de placer les plus gros animaux du deck, donc il y aura une restriction indiquée à gauche vous demandant d'avoir la carte animaux au niveau 2. La carte association au niveau 2 vous permettra d'avoir 3 et 4 zoos participatifs, ce que vous ne pourrez pas faire si vous ne l'avez pas amélioré. Donc lorsqu'un joueur déclenche la pause, c'est-à-dire que lorsque ce marqueur donc atteint la dernière case, cette case avec la tasse de café, il va obtenir immédiatement une croix. Donc ces croix, celles-ci, vous permettent d'améliorer l'action que vous êtes en train de réaliser. C'est-à-dire que si vous déclenchez une action, par exemple si je lance association 3 et que je voudrais qu'elle soit plutôt 4 ou 5, il va falloir que je dépense alors 1 ou 2 croix pour pouvoir augmenter cette action. Il y a plusieurs manières d'obtenir des croix, vous les trouverez dans les bonus du plateau, dans éventuellement certains bonus de la piste de réputation, et également lorsque vous ne souhaitez pas réaliser une action ou que vous souhaitez absolument un jeton croix, vous allez pouvoir vous dire je vais faire cette action mais ne pas réellement la faire, prendre un jeton croix à la place et décaler le tout et terminer votre tour ainsi. C'est une autre manière d'obtenir des croix, c'est pas forcément la manière la plus rentable puisque vous gâchez entre guillemets une action pour pouvoir le faire. Vous pouvez obtenir d'ailleurs maximum 5 croix dans votre inventaire. Donc une fois que vous avez déclenché la pause, il va se passer plusieurs choses différentes. Tout d'abord, en premier lieu, on va vérifier la taille de la main. Lorsque vous n'avez pas l'université correspondante, votre taille de main est limitée à 3 au moment des pauses. Si vous avez l'université correspondante, donc qui est celle-ci, vous allez pouvoir limiter à 5. Il n'y a pas d'autre moyen de limiter votre main de manière plus forte. La deuxième indication, donc, c'est que vous allez retirer tous les marqueurs donc entre guillemets d'attaque de joueurs, d'interaction de joueurs, et les marqueurs x2. Donc ces marqueurs sont décrits dans la règle, ce sont des effets qui permettent entre guillemets de gêner les autres joueurs, tandis que le marqueur x2, lui, permet de réaliser 2 fois une action où se trouve donc ce même marqueur. Ces différents marqueurs, on les obtient notamment en plaçant les animaux qui ont le pouvoir correspondant. Donc s'il reste ce type de marqueur sur le plateau des joueurs, à ce moment-là de la pause, on les retire. Ensuite, on va venir remplir donc ce plateau avec les éléments qui ont été donc pris par les joueurs. Donc par exemple ici, il y aurait le zoo participatif de l'Amérique. Et on va récupérer donc nos bénévoles que l'on va placer donc ici. On retire les 2 premières cartes de la rivière que l'on met donc dans la défausse. Et on décale la totalité de la rivière, donc de manière assez classique, pour remplir ensuite les cases vides par 2 nouvelles cartes en provenance de la pioche. Et à partir de là, on va obtenir des revenus. Donc je vais vous donner un exemple. Admettons que la partie est avancée, on se retrouve dans cette situation-là. Lorsque vous avancez
sur la piste d'attrait, en plus de d'obtenir des points pour la fin de la partie, vous allez faire évoluer votre échelle de revenus. C'est-à-dire que si vous regardez, lorsque vous êtes sur une case d'attrait, est chapeautée en gris une échelle de revenus. Par exemple, là, le joueur rouge est à 33. Il va donc, dans cette phase de revenus, obtenir une base de 21 crédits grâce à la position de son pion sur la piste d'attrait, tandis que le joueur jaune, lui, va obtenir 16 crédits parce qu'il est sur la case 19 et que donc la 19 est chapeautée par le 16. Vous allez obtenir également des crédits par l'effet de diverses cartes que vous avez, donc des cartes mécènes. Par exemple, cette carte mécène vous dit en rose, donc à chaque pause, vous récupérez 3 crédits. Donc vous avez plusieurs types de revenus qui peuvent se déclencher de cette manière-là. Également, vous allez obtenir des revenus si jamais vous avez posé les cubes correspondants de votre piste. Par exemple, si j'avais posé ce cube-là, j'obtiendrais 5 crédits supplémentaires. À ce moment-là, celui-ci me permettra de construire un enclos de taille 2 gratuitement, et etc. Il y en a des différents en fonction des plateaux que vous allez choisir. Et ensuite, vous allez obtenir des revenus en fonction des kiosques que vous aurez construits. Donc si on donne un exemple, ici ce kiosque, admettons que je le pose là, vous allez pouvoir donc gagner un crédit par bâtiment adjacent au kiosque. Donc c'est-à-dire que par exemple ce kiosque-là est entouré de 2 bâtiments, cette grande volière et cet enclos vide. On ne compte pas, ceci dit, les enclos vides. Donc ici ce kiosque permettra d'obtenir une pièce, tandis que celui-ci ne permettra de rien obtenir puisque les 2 enclos côte à côte sont vides. Et une fois que donc, vous avez fait cette phase de revenus, le petit meeple de tasse à café va retourner sur la valeur du nombre de joueurs. Donc ici, si je suis à 2 joueurs, hop, je le place ici et on continue la partie ainsi. Dernière précision concernant la piste de conservation, donc cette piste verte. Lorsque vous allez obtenir des points de conservation, vous allez passer donc sur les cases 2, 5 et 8 qui vont vous permettre d'obtenir des bonus immédiats représentés par ces jetons jaunes. Les premiers, ce sont des jetons entre guillemets imprimés, donc ils seront toujours disponibles, tandis que ceux-là, lorsque vous les aurez choisis, vous les prendrez et vous résolverez donc vous récupérez le bonus et vous la placerez à côté de vous pour signifier qu'il a été résolu et donc le joueur d'après ne pourra pas en bénéficier. La case 10, quant à elle, dès qu'un joueur va arriver dessus, tous les joueurs vont devoir prendre leurs 2 cartes de conditions de fin de partie et en jeter une pour en conserver qu'une seule, qui leur permettront d'obtenir des points de conservation à la toute fin de la partie. À la fin de la partie, donc lorsque, je le rappelle, un joueur a vu son marqueur d'attrait croiser ou rejoindre son marqueur de conservation, par exemple comme ça, donc admettons qu'on arrive comme ça, on va donc jouer un tour supplémentaire pour le joueur qui n'a pas, ou les joueurs qui n'ont pas déclenché la fin de partie, et une fois que donc, tous ces tours auront été résolus, on va donc résoudre les conditions, les points de fin de partie. Donc tous ces points que vous avez en bas des cartes mécènes, que vous allez aussi également trouver en bas de ces cartes, donc qui sont les cartes de conditions de fin de partie. Vous regardez tout ce que vous avez réalisé, vous déplacez, donc ce seront principalement des points de conservation que vous obtiendrez, mais vous pourrez aussi également obtenir certains points d'attrait, vous déplacez vos marqueurs, et à la fin vous faites la soustraction que je vous ai indiquée en début de vidéo, pour pouvoir déterminer qui a le plus de points, et évidemment celui qui a le plus de points remporte cette partie de Ark Nova. Et enfin, évoquons maintenant le mode solo. Donc le mode solo va se résumer essentiellement autour de cette petite plaquette, donc le petit plateau du mode solo, sinon l'ensemble des règles va rester le même, ce qui est plutôt plaisant d'ailleurs. Donc vous avez exactement les mêmes tours que lorsque vous jouez en multijoueur, donc c'est bien un choix d'action et ensuite vous allez réaliser l'action. La différence va résider au niveau de ce plateau, donc puisqu'à la fin de chacun de vos tours, il va falloir décaler le cube le plus haut de la piste vers la droite. Et ensuite, vous continuez à jouer de la même manière, jusqu'à ce que tous les cubes aient été placés sur la droite. Lorsque ça arrive, la pause se déclenche. Puisque là, en mode solo, vous n'allez jamais faire avancer le marqueur de pause. Le marqueur de pause, vous allez pouvoir le ranger. Donc les actions par exemple de cartes qui permet de piocher des cartes en avançant le marqueur de pause, eh bien vous allez piocher vos cartes et laisser tomber le déplacement du marqueur de pause puisque la pause sera donc régie par ce petit plateau-là. Idem lorsque vous allez récupérer de l'argent grâce à la carte mécène, vous n'avancerez jamais le marqueur de pause. Si à chaque fois un effet vous propose de faire avancer le marqueur de pause en échange d'argent ou de bénéfices, vous récupérez les bénéfices, mais vous n'avancez pas donc
le marqueur de pause. Ensuite, donc, vous allez poursuivre ainsi, et lorsque vous avez terminé votre première pause, vous allez donc devoir prendre le cube supérieur et le placer sur la case de don la plus faible. Ensuite, vous replacez l'ensemble des cubes sur la partie de gauche et vous reprenez. Les étapes de pause sont identiques à ce que vous connaissez en multijoueur. Donc ici, c'est résumé. Vous commencez tout d'abord par placer le cube ici, ce sera la seule différence. Et ensuite, donc, vous faites votre limite de main, vous retirez les marqueurs, etc., etc. La seule chose que vous ne faites pas, évidemment, c'est replacer le marqueur de pause puisqu'il est inutile. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste plus que 2 cubes. Lorsqu'il vous reste plus que 2 cubes, vous voyez ici, il y a l'icône de la fin de partie. Une fois que les 2 cubes sont placés à côté, donc c'est-à-dire que vous allez normalement devoir déclencher une pause, et bien la partie s'arrête. Et à partir de là, pour pouvoir l'emporter, il suffit simplement que votre marqueur d'attrait ait au moins rejoint votre marqueur de conservation. Si ça n'est pas le cas, vous avez donc perdu la partie. Lorsque vous jouez en solo, il est conseillé de commencer avec votre pion sur le marqueur 20, sur la case 20 d'attrait. Donc ça c'est pour démarrer. Ensuite il vous conseille de passer à 10 si vous êtes assez habitué, et enfin à 0 si réellement on ne peut plus rien vous apprendre sur Ark Nova. Une autre précision, évidemment, tous les pouvoirs qui sont liés à l'interaction avec d'autres joueurs ne vont pas pouvoir fonctionner de la même manière, évidemment, que lorsque l'on joue en multijoueur. Dans ce cas-là, le jeu a pensé à indiquer donc un effet pour le solo. Par exemple, le Boa Constrictor, ici, vous proposera normalement de poser un jeton, donc interaction, qui est le jeton, je vais donner le bon terme, le jeton constriction, donc qui permet de générer des effets négatifs sur nos adversaires. Ici, vous allez donc omettre cette partie, donc la partie qui concerne le jeton constriction, et vous allez lire directement la partie bleue. Ici, ça va être remplacé par, après avoir terminé l'action en cours, vous pouvez placer n'importe quelle action sur la force 1. Donc vous voyez que les objectifs, les pouvoirs liés aux interactions ont été adaptés afin que vous puissiez jouer en solo. Ce sera donc tout concernant Ark Nova, qui est pour moi un indispensable si vous aimez ce type de jeu, notamment grâce à l'originalité de sa mécanique de scoring. Si vous aimez donc ce type de jeu et que vous êtes capable de jouer à plus de 2 heures de partie, voire plus de 4 si vous jouez à 4 joueurs, Ark Nova est le jeu à posséder de cette année. Il est clairement dans les coups de cœur de ma ludothèque. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.